Jeudi 9 octobre de l'an 2024, la grandeur, c'est aussi savoir se rabaisser au même titre que les autres en les valorisant. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous préférer pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Éclairer les jeunes filles sur les différentes formes de violence qu'elles peuvent subir, leurs causes et leurs conséquences, c'est ce qui fait l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation de ces dernières dans 24 collèges d'enseignement général du Bénin. L'étape de Niki s'est déroulée dans l'après-midi d'hier et c'est une initiative de l'INF, entendez Institut national de la femme. Dialogue intergénérationnel, c'est le creuset qui regroupe depuis quelques jours sur place ici à Malanville, adolescents, sages sur le thème responsabilité parentale, ceci dans le but d'attirer l'attention de la communauté sur certains maux qui minent la société, une initiative de l'ONG Vie et Environnement dans le cadre du projet YES en collaboration avec Care Bénin Togo. Lutter contre les fausses informations, encore appelées fake news, et la promotion des messages constitutifs en communauté, c'est ce qui a réuni à Kandi journalistes et représentants d'associations de jeunes du département de l'Albouri à un atelier, un chef-d'œuvre de Média B Bénin. En sport, nous parlerons des résultats et classements de la deuxième journée du championnat de la Ligue Pro 2024-2025 au Bénin. Sans doute de la visite d'une délégation de la FIFA et de la CAF au centre d'excellence de football de Missirité, si le temps nous le permet. Nous parlerons également de la retraite d'André Iniesta du Real de Madrid. En pied d'édition, vous suivrez la revue de presse de Lukman Oroutio, sans oublier la chronique du jour, certainement, si Dieu le veut, qui sera au rendez-vous. Si ce n'est pas là, ce sera un rendez-vous à prendre. Mesdames et messieurs, c'est là pour les titres. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Bienvenue à chacun et à tous. Journée internationale de l'alphabétisation. L'événement est célébré avec faste dans l'Albouri. C'était hier, mardi 8 octobre. Et c'est le bureau de l'arrondissement de Garo dans la commune de Malanville qui a servi de cadre à cette manifestation qui a réuni autorités politico-administratives et communaux et locaux des 6 communes du département, population et responsables d'ONG en présence du préfet de l'Albouri. Cette commémoration en différé s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui, j'allais dire, à la gestion décentralisée de l'alphabétisation en abrégé PAGEDA. Dans son discours d'accueil, le maire de la commune de Malanville et président en exercice de l'APIDA vante les mérites de l'alphabétisation pour une société instruite. Gado Guidami qu'on écoute. Il n'est pas superflu de dire que quand on parle de l'alphabétisation, on parle d'un instrument de possession du savoir et du savoir-faire. Aujourd'hui, dans toutes les langues où nous avons donc l'alphabétisation, les acteurs de cette alphabétisation, ceux qui parlent donc les langues dans lesquelles ils ont été alphabétisés, c'est des gens qui sont épanouis, c'est des gens qui sont porteurs des grandes valeurs endogènes. Parce qu'aujourd'hui, les grands secrets de nos cultures ne peuvent s'acquérir que par la langue. Et que, à ce titre, le gouvernement du président Patrice Talon a vu juste en inscrivant dans les programmes scolaires l'éducation dans le sens donc de l'alphabétisation. Et qu'aujourd'hui, si nous nous trouvons ici à Garou, dans la commune de Malanville, c'est pour célébrer cette journée internationale et pour le compte du département de l'Albouri. Et que je voudrais, au nom de ma seconde casquette, qui est donc le président de l'association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de l'Albouri APIDA, je voudrais dire un grand merci à notre partenaire quotidien, à savoir PAGEDA. Institué par l'UNESCO depuis 1967, les célébrations annuelles de la Journée internationale de l'alphabétisation visent à rappeler aux décideurs politiques, aux praticiens et au public l'importance de l'alphabétisation de l'apprentissage dans sa langue maternelle, à promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. C'est donc le thème de la célébration de l'édition 2024
2024, un thème assez évocateur pour notre société actuelle, selon Yarou Mohamedou, président du conseil d'administration de Scienson ONG et représentant de la coopération suisse qui contribue à la mise en œuvre du PAGEDA. On l'écoute. Cet événement revêt une importance capitale car il nous rappelle non seulement la valeur de l'alphabétisation dans la société, mais aussi le rôle fondamental qu'elle joue dans la vie en communauté et l'épanouissement de nos populations. Le thème de cette année retenu par l'UNESCO, promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix, est d'une pertinence indéniable dans le contexte actuel. Ce thème révèle une fois encore que l'alphabétisation va bien au-delà de la simple acquisition de compétences en lecture, écriture et calcul. En effet, elle est un outil puissant pour renforcer la cohésion sociale, promouvoir la diversité linguistique et culturelle et surtout encourager une coexistence pacifique au sein de nos communautés. Dans un pays comme le nôtre, riche en diversité culturelle et linguistique, l'éducation multilingue est un outil indispensable pour renforcer le tissu social et assurer la participation de chaque citoyen à la vie économique, politique et culturelle de la nation. En donnant accès à l'alphabétisation dans les langues nationales, nous construisons des ponts entre les communautés, nous faisons tomber les barrières et nous créons un environnement où chacun a sa place et peut contribuer à l'édification d'une société plus juste et inclusive. L'occasion est indiquée pour le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle de l'Albouri de revisiter les actions posées par l'État béninois dans ce sens. Albert Adeyindjou, notre note des avancées. Il est suivi ici du préfet de l'Albouri, Ahmed Bello Kissama, qui apprécie notamment la diversité linguistique du Bénin, notamment dans l'Albouri. On l'écoute. Que la célébration de cette journée offre une opportunité précieuse pour dresser un état des lieux des actions déjà entreprises et pour identifier un ensemble de défis qui restent à relever tant au plan local, national qu'international. C'est également un cadre privilégié d'échange et de partage d'expériences afin d'ouvrir de nouvelles pistes d'action pour accélérer le processus d'alphabétisation des jeunes et des adultes. Vous savez que notre pays attache beaucoup de prix à l'importance des langues nationales. Nous avions au moins plus d'une cinquantaine de langues avec leurs variantes, bien sûr, les variantes dialectales, même si il y a d'autres langues qui sont plus parlées que d'autres dans notre pays. Et nous avions aussi des langues qui sont localement bien ancrées dans la pratique quotidienne. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, je vais rendre hommage à toutes les initiatives locales qui œuvrent en faveur de l'alphabétisation. Je salue les facilitateurs et toutes les organisations qui s'engagent sans relâche pour transmettre le savoir et aider ceux qui en ont le plus besoin. Votre travail est inestimable et mérite notre reconnaissance. Je ne mets pas sous les terroirs ce que les maires, les élus à divers niveaux font aussi au niveau de leur commune pour la promotion de notre langue. Tout ceci sous l'égide de l'APIDA qui est la structure fêtière en la matière dans notre département, la Liborie. Mesdames, Messieurs, de la célébration en différé de la journée de l'alphabétisation, cette fois-ci on parle tout autre chose. Attirer l'attention de la communauté sur un certain nombre de faits de la société est l'objectif principal d'une séance de sensibilisation et de formation tenue ce mardi 8 octobre 2024 au quartier Tassitedji dans l'arrondissement central de la commune de Malanville. La séance dénommée Dialogue intergénérationnel est organisée par l'ONG Vie et Environnement dans le cadre de projet YES en collaboration avec Kerbene Togo sur le thème responsabilité parentale. C'est la maison du chef quartier de Tassitedji qui a servi de cadre pour abriter l'événement. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre l'animatrice du projet YES. Elle a pour nom, dirait Bani Alfari. C'est d'attirer l'attention de la communauté sur un certain nombre de faits. La séance proprement dite s'appelle Dialogue intergénérationnel sur le thème responsabilité parentale. Donc, la communauté est regroupée ici ce matin, c'est pour qu'on puisse attirer l'attention de la communauté sur comment l'ancienne génération avait fonctionné et
et la génération actuelle. Nous voulons faire ressortir les dissemblances et les ressemblances afin de vivre ensemble, de vivre en paix. Mes impressions par rapport à cette séance aujourd'hui, franchement, je suis très contente de la communauté présente ici à la séance parce que c'est une séance interactive, y compris jeunes, adolescents, filles comme garçons, nos mamans, nos papas et tout le monde a apporté sa voix à la séance. Les questions qui ont été posées, j'ai eu de satisfaction à mes questions qui ont été posées. Ils m'ont fait ressortir comment l'ancienne génération vivait sa jeunesse entre-temps. Et la nouvelle génération également, ils m'ont raconté comment eux-mêmes ils fonctionnent actuellement et surtout en matière de l'éducation sexuelle. L'animatrice du projet Yes, dans son adresse, a remercié la communauté de Malanville et celle de Tassidédia en particulier pour avoir pris part à cette séance bien nourrie. Elle a tout de même exhorté par la suite la population à l'éducation, parents et enfants. Derry et Bani Alfari qu'on écoute. Le message que j'ai à l'endroit de la communauté, tout d'abord, je remercie toute la communauté de Malanville, en particulier celle de Tassidégia qui ont pris part à la séance. Ensuite, j'exhorte nos parents, nos jeunes sœurs, filles comme garçons, à relayer l'information et surtout l'éducation parents-enfants en matière de la sexualité parce que nous avons constaté que c'est bafoué plusieurs droits au niveau des enfants et les adolescents. Ces droits sont bafoués. Donc, j'exhorte la communauté à la non-discrimination, la non-distinction des personnes. Autre volet de l'actualité dans ce journal, commémoré depuis 1992, le monde entier célèbre ce mercredi 9 octobre la journée mondiale du handicap. Une journée qui a pour objectif et vocation de promouvoir l'inclusion et le quotidien des personnes handicapées. La rédaction de Sota FM s'est intéressée aux personnes en situation du handicap de la commune de Malanville pour se faire une idée de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Idrissou Bakara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il est le président des personnes handicapées de la commune de Malanville et revient justement sur la célébration d'une telle journée. Nous avons assez d'améliorations. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises à notre faveur par le président Patrice Talon. À Malanville aujourd'hui, nous avons eu des financements. Ils nous ont aidés pour les aides techniques. Nous avons aussi les matériels de bureau. Nous avons accès à la fonction publique. Puisque à chaque concours donné, nous avons un quota donné. Et les personnes handicapées qui se postulent au concours ont la chance d'être admis. Je connais assez de concours. Même récemment, ils ont lancé un concours du service des impôts. Et on a des personnes handicapées qui ont été admises. Donc, nous avons assez d'opportunités actuellement. Mesdames, Messieurs, que retenir en termes de mobilisation et d'engagement en ce qui concerne cette catégorie de personnes ici à Malanville? Grosse interrogation. Et là, dessus, le président de l'association des parents des personnes handicapées explique et appelle à une sensibilisation de ces derniers. Idrissou Baraka qu'on écoute. Les personnes en situation de handicap de Malanville, il nous faut de sensibilisation. Assez de sensibilisation, puisque juste à l'heure, je vous parle, même quand on dit il y a une réunion, la majorité ne s'adonne plus. Donc, il nous faut beaucoup de travail pour les attirer, pour qu'ils connaissent l'importance, les atouts que nous avons. La difficulté, c'est que beaucoup de nos parents qui n'ont pas compris ce que c'est que le handicap sont là pour nous marginaliser. Et beaucoup de parents n'aiment pas envoyer les enfants handicapés à l'école. Mais nous avons commencé par travailler dans ce sens pour que la population arrive à comprendre les atouts que nous, les personnes handicapées, on a avec le gouvernement actuel.
Dans le même sens, Idrissou Bakara n'a pas manqué d'adresser un message fort à l'endroit du gouvernement du président Patrice Talon, justement pour leur venir en aide, sans oublier la sensibilisation en termes de mobilisation. Il a par ailleurs invité les autorités communales à toujours les accompagner dans tout ce qu'ils font en matière de vie sociale. Je vous invite à le suivre une fois de plus. Comme message, nous demandons au gouvernement de nous appuyer dans le sens de financement et d'aider aussi à sensibiliser les personnes handicapées en passant par le centre de promotion sociale. Et au niveau des autorités, de ne plus se fatiguer de nous. Nous voulons aussi qu'en faisant les infrastructures, de penser à la accessibilité. Pour nous, les personnes handicapées, il ne faut pas que nous allons dire que nous sommes incapables. Nous devons toujours se donner. Parce que si nous regardons, aujourd'hui, nous avons des personnes handicapées qui sont devenues des présidents, des personnes handicapées enseignants, des personnes handicapées enseignantes. En tout cas, la liste est exhaustive. À l'instant, Idrissou Baraka, il est le président des personnes handicapées, justement, ici à Malanville. De cette actualité, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Prenons à présent la direction de Kandi. 13 journalistes et représentants d'associations de jeunes du département de l'Alibori en savent désormais un peu plus sur la promotion des messages constitutifs en communauté et la lutte contre les fake news. C'est à l'occasion de la conférence sur la thématique les réseaux sociaux pour promouvoir le contre-discours et les messages positifs tenus à la salle de réunion de la mairie de Kandi, organisée dans le cadre du projet Média B, financé donc par l'Union européenne. Cette initiative est portée par un consortium composé de FAIRCAB, WeWorld Education et OMP. Lukman Ouroucheo y était, voici son compte rendu. Merci. Les réseaux sociaux pour promouvoir le contre-discours et les messages positifs. C'est la thématique centrale de cette conférence qui réunit à la salle de réunion de la mairie de Kandi 13 participants, journalistes et représentants d'associations de jeunes de l'Alibori. Une initiative du projet Média B portée par un consortium de 4 organisations dont WeWorld est financée par l'Union européenne. Ayouba Adamou, directeur de Kandi FM à l'ouverture des assises. Dans le contexte actuel où les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant dans la circulation de l'information, il est impératif de réfléchir collectivement à la manière dont ces outils puissants peuvent être utilisés pour renforcer les valeurs positives tout en luttant contre les discours haineux et la désinformation et les comportements nuisibles. Notre conférence d'aujourd'hui a pour objectif donc non seulement d'éduquer les jeunes à une utilisation responsable des médias et des réseaux sociaux, mais aussi de leur montrer les conséquences désastreuses que peut entraîner une mauvaise utilisation de ces plateformes sur nos communautés. En renforçant donc les capacités des médias communautaires et des associations de jeunes des communes de Kandi, Banikwara, Malanville, dans l'Alibori, nous avons l'occasion donc de transformer ces outils numériques en véritables leviers de changement positif. Pour ce faire, 3 grandes séquences ont meublé la séance autour des communications conduites par Soufiane Wabi Alassane. De la production de contre-discours, des conséquences néfastes, des conséquences désastreuses, je voulais dire, dans l'utilisation inappropriée des réseaux sociaux. Quand on parle de fake news, quand on parle de conséquences désastreuses de l'utilisation des réseaux sociaux, parfois on croit que c'est le fait des autres. On pense que ça ne nous concerne pas directement et que ça concerne les autres. Mais c'est des choses qui nous touchent parfois individuellement. Alors nous sommes allés chercher un exemple de proximité, un exemple d'une dame qui a été victime de harcèlement, diffamation, de calomnie sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que les réseaux sociaux nous permettent de produire des messages
positif, de lutter contre les fausses informations. Comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent nous permettre de promouvoir le contre-discours et le message positif? Cette conférence qui se tient simultanément à Kandi et à Djougou dans la Donga marque également l'annonce d'un concours qui mettra aux prises une douzaine de radios et une quarantaine d'associations selon les précisions de Alassane Boni Bioboun, point focal de la FECAB, partie prenante. On veut organiser un concours auprès de 40 associations et de 12 radios communautaires dont les prix seront destinés aux lauréats. Donc, je pense que ces prix, il y a 3 prix aux lauréats de 3 associations et il y a 3 prix aux lauréats de 3 radios communautaires. Donc, et ces radios sont dans 4 départements, dont le département de l'Atakura, de la Libori, du Borgou et de la Donga. Animation de la conférence, exercices, questions et réponses ont meublé cette séance. Dans une démarche pédagogique avec des illustrations à l'appui, les participants ont été outillés sur les différentes questions. Les outils de détection des fake news et des plateformes numériques inappropriées ont été également présentés à travers des exercices pratiques. Une véritable occasion d'apprentissage pour les participants. Joël Barasuno Orubata, coordonnateur de l'association Sunonera de Banikora, et Chimène Deou, représentant la mairie des jeunes de Malanville. Grâce à cette conférence, j'ai appris mon rôle et responsabilité. Donc c'est une conférence qui va nous permettre aussi, à notre retour à nos pairs, de les sensibiliser sur l'utilisation des réseaux sociaux et surtout les sanctions prévues par le code et les attitudes à tenir en face d'informations qu'ils ont. Et aujourd'hui, ce que j'ai appris de plus, il ne suffit pas de publier, mais le fait de télécharger dans un portable une information erronée peut porter préjudice. Prochainement, je peux dire que je peux vérifier les informations qui sont vraies ou fausses. Et aussi, je sais comment détecter quand une information est vraie ou lorsqu'elle est fausse. Eh bien voilà, merci à vous, Lukman Wouroudio, pour ce compte rendu. Éclairer les jeunes filles sur les différentes formes de violence qu'elles peuvent subir, leurs causes et leurs conséquences et les formes, sinon les informer sur les voies de recours existantes. C'est ce qui a réuni membres de l'Institut national de la femme, responsables d'école et apprenants ce mardi 8 octobre 2024 à Niki. Ceci fait suite à une vaste campagne de sensibilisation lancée dans 24 collèges du Bénin. L'initiative émane de l'Institut national de la femme au Bénin. Suivez Flore Dinou qui donne ici l'objectif d'une telle initiative. On l'écoute. L'objectif principal, c'est déjà de vérifier à quel niveau elles sont conscientes de la chose. Secondo, leur donner toutes les voies de recours qu'elles ont. Insister sur le fait qu'il faut dénoncer les cas de violence, il faut dénoncer les cas d'abus, principalement les cas d'harcèlement en milieu scolaire. La plus grande de nos attentes, c'est qu'on ait des dénonciations. Il est important de dénoncer les différentes portes qu'elles peuvent utiliser pour dénoncer, dont, bien évidemment, l'Institut national de la femme, qui est joignable au 51 07 88 88, par SMS, par message WhatsApp, par audio. La chef pôle d'affaires juridiques de l'Institut national de la femme, quant à elle, est revenue sur les cas de violence basés sur le genre et les peines réservées selon chaque cas. Je vous invite à suivre ici Josette Tchadé pour plus de précisions. Déjà dans les cadres habituels, au bureau, au service et tout, c'est une peine de 1 an à 3 ans de prison ferme. Par contre, lorsque c'est un harcèlement sexuel en milieu scolaire entre apprenant et son enseignant, lorsque c'est entre ascendants, c'est-à-dire par exemple un père qui harcèle sa fille ou bien un frère qui harcèle sa sœur, eh bien la peine passe de 3 ans à 5 ans de prison ferme. Le directeur du collège d'enseignement général 1 de Niki, Christophe Gbe-Nendi, se dit être au courant de tout ce qui concerne les comportements adoptés pour ne pas subir les rigueurs de la loi et considère les apprenants comme porte-parole de leurs camarades. Ces propos sont suivis des propos de quelques élèves qui expliquent leur comportement et leur compréhension face à cette sensibilisation. Extrait de leurs propos.
Il y a des comportements qu'on voyait autour de nous, mais avec l'éclairage que vous avez apporté, on sait désormais comment faire pour ne pas subir la rigueur de la loi. Je vous considère comme les porte-parole de vos camarades. Une fois arrivés dans vos classes respectives, vous allez faire la restitution. Lorsqu'il y a harcèlement sexuel entre professeurs et élèves, l'élève peut se défendre parce que le gouvernement a mis des institutions en place qui peuvent nous aider, comme l'INF, les centres de promotion sociale et le commissariat. Moi, j'ai retenu que nous pouvons dénoncer les cas de violation, de discrimination, de viol dans nos collèges. Peu importe notre condition de vie, nous devons nous fixer des objectifs dans la vie, savoir ce pourquoi on est venu à l'école pour ne pas briser nos rêves. Ils nous ont informés sur les mesures à prendre pour que nous ne soyons pas harcelés et ce que nous devons faire aussi si nous sommes harcelés. Mesdames, Messieurs, à présent, nous marquons une courte pause. Le temps pour nous d'installer confortablement Lukman Wortiose dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. La destination Liban devient risquée. Le pays est d'ailleurs déconseillé aux Béninois. C'est l'une des principales informations traitées ce mercredi par les journaux. Le Matinal, Fraternité, Le Télégramme, Matin Libre, Décryptage Info, Le Canard du Nord, Le Potentiel, Le Soleil Bénin Info, Daïbi Info et bien d'autres publications renseignent que face à la situation sécuritaire tendue au Liban, le Bénin exhorte ses ressortissants à quitter le pays. Selon le Matinal, le gouvernement béninois suit de près l'actualité de ces derniers jours au Liban où la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée. À travers un communiqué en date du 8 octobre 2024, retiennent mes confrères, le ministère des Affaires étrangères appelle les Béninois à s'abstenir de se rendre au Liban. Par le même communiqué, pour suivre les canards, les Béninois résidant au Liban sont invités à emprunter les différents vols pour regagner leur pays. Alors, titre en une le Télégramme, le Bénin invite ses citoyens à quitter expressément le Liban. Le Canada du Nord n'en dira pas le contraire lorsqu'il titre en une dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. La destination Liban déconseillée aux Béninois. C'est une alerte sur la situation des ressortissants béninois au Liban, s'écrit Onoubo. Alors, Fraternité voit le retour des Béninois sur Cotonou comme priorité. C'est la conséquence de la guerre Israël-Liban, redoute mon confrère qui propose à l'État béninois des vols spéciaux. Il serait plus responsable, commente le Canard de Mélentin, que le gouvernement Talon aille plus loin, c'est-à-dire rapatrier ceux qui désirent rentrer et qui n'en ont pas le moyen. Du moins, ça tempère le journal, il n'est pas impossible que le Bénin affrète un vol spécial à ces personnes. Pendant ce temps, dans la suite, avec la manchette du quotidien Le Potentiel, le journal informe qu'à la Criette, 2 personnes sont déposées en prison. Certains Béninois avides des gains faciles ne manquent pas d'idées pour parvenir à leurs fins, se scandalise d'entrée le journal qui révèle que cette fois-ci, ce sont des écoliers et parents qui sont victimes d'un réseau d'anarques. Il s'agit d'un réseau d'acteurs ingénieux dans l'animation d'un marché illégal de vente de cahiers d'activités scolaires, notamment les manuels de français et mathématiques des niveaux CI et CP dans les écoles primaires publiques et privées du Bénin. Les cahiers d'activités sont pourtant conçus, élaborés et financés par le gouvernement du Bénin à des milliards de francs CFA et mis gracieusement à la disposition des apprenants dans les écoles primaires publiques comme privées. Selon un communiqué du ministre des Enseignements maternels et primaires cité par l'application qui complète que Salima Karimou rappelle que la vente de ces documents est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national. Hélas, déplore le quotidien, en dépit de ces rappels qui sonnaient comme un avertissement lancé aux animateurs de ce marché illicite de cahiers d'activités scolaires, l'avidité des acteurs ne leur a pas permis de lâcher l'affaire qui paraissait juteuse. Sur le quotidien qui informe que des enquêtes policières ont permis d'appréhender certains vendeurs et imprimeurs sur l'ensemble du territoire national. Le 3 octobre dernier, un mandat de dépôt a été décerné contre 2 prévenus présentés à la Criette, précise le quotidien. Et pendant ce temps, dans le reste, le Télégramme rapporte les nouvelles du pipeline Bénin-Niger. Un 4e chargement de pétrole brut nigérien vient d'être fait à Sémé, informe le journal, mais également Soleil Levant qui précise que ce chargement est intervenu hier mardi 8 octobre.
Par ailleurs, fait savoir le journal, les compagnies minières se mettent en croisade pour l'ouverture de la frontière nigérienne. En attendant cette éventualité souhaitée, ça grogne dans la maison justice. Le télégramme renseigne que le collectif des syndicats des travailleurs de la justice a organisé lundi 7 octobre dernier un mouvement de protestation au ministère de la Justice. Le syndicat exige, relève mon confrère, l'adoption et le vote des différents statuts particuliers des corps de justice, la création du cadre juridique de traitement de promotion du personnel de la justice, l'octroi des avantages des greffiers en chef, le paiement des primes de responsabilité de risque aux agents des régies, comptables, caissiers, régisseurs et bien d'autres revendications. Le quotidien relate que la motion des manifestants a été lue au cours d'un sit-in en présence de Kassa Mampo, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Les autres détails à lire dans les colonnes du journal. Effets divers pour ainsi finir, le potentiel parle d'une affaire criminelle à Bonou, dans le département de l'Ouémé. Là-bas, la livraison rapporte un triple meurtre par balle découvert. 3 corps découverts à Bonou s'inquiètent matin libre. Ainsi fait observer le quotidien. Après Adjawere jeudi dernier, à Djoun samedi. Maintenant, c'est Bonou. Le rythme de découverte macabre et le nombre chaque fois font froid dans le dos, écrit le journal. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Et bien voilà, mesdames, messieurs, c'est la revue de presse nationale de Lukman Nourouchio qui vient refermer cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi. Collaboration technique, on a Aboubakar Doko à la réalisation de cette demi-heure d'information. Il a pour nous Ousmane Tino là en direct depuis les studios A pour la présentation. Bruno Gakri, c'est mon nom. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM.